Bonjour à tous, c'est Cyriac, bienvenue dans le podcast de Maîtriser la guitare. Dans cet épisode, on va parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup depuis des années en fait, mais qui m'intéresse particulièrement depuis quelques mois, où j'essaye un petit peu de synthétiser, un petit peu de ranger mes idées par rapport à ce sujet. Et c'est le fait de rendre ces exercices créatifs. Donc c'est un concept que j'ai découvert à la base dans un livre de David Berkman, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, qui s'appelle, je l'ai à côté de moi là, qui s'appelle The Jazz Musician's Guide to Creative Practicing. Donc en français on pourrait traduire ça par le guide du musicien de jazz à la pratique créative. Donc si vous lisez l'anglais et vous aimez aussi lire, parce que ça se lit un petit peu presque comme un roman, eh bien je vous recommande vraiment ce livre. Et au-delà de David Berkman, c'est aussi quelque chose que j'ai constaté chez un guitariste avec lequel j'ai pris un cours en 2010, à savoir Gilad Excelman. Et dans ce podcast, ça va être un petit peu une réflexion que j'ai actuellement, à savoir comment rendre ces exercices plus intéressants, plus musicaux, comment faire pour qu'on ait envie de les bosser tout simplement, parce que un exercice, ça sert à quoi ? Ça sert à améliorer son jeu. Par exemple, si j'apprends un solo, eh bien je peux en extraire des phrases, donc je peux en créer un exercice en quelque sorte, ou, donc ça c'est la première chose, améliorer son jeu. Deuxième chose, c'est corriger une difficulté ou une lacune que l'on a. Par exemple, si j'ai des lacunes au niveau de ma technique, eh bien, je peux créer des exercices, je peux jouer ou pratiquer des exercices orientés technique. Et si mes exercices sont plus intéressants, plus musicaux, eh bien, je pense qu'on va déjà s'améliorer plus vite, mais surtout on va passer un meilleur moment et on va peut-être aussi réduire la distance, la frontière entre la musique et les exercices. Et donc, on va voir à travers ce podcast quelques idées, quelques principes que j'essaye d'appliquer à moi-même, aussi que souvent, si vous avez déjà pris un cours avec moi ou suivi une formation, eh bien, j'essaye aussi d'amener ça aussi. Parce que, à la base, quand même, un exercice, ça a cette image un petit peu de trucs pas très fun, quoi. C'est-à-dire qu'un exercice, on se dit, voilà, on va jouer ses gammes, on va jouer ses positions d'arpège, on va apprendre les notes du manche, etc. Et voilà, on a tout de suite ce côté un peu rébarbatif. Et je me rappelle quand j'ai découvert David Berkman, ou même quand j'ai découvert aussi Gilad Excelman, sa musique, et puis aussi tout simplement en cours avec lui, je me dis, mais comment est-ce qu'ils font pour avoir des idées pareilles ? Où ils ont cette façon de penser, en fait, cette démarche, pour trouver des exercices qui sont aussi originaux. Pour vous donner un exemple, dans le livre de David Berkman, il y a un chapitre sur Jazz and Steps, et il y a un passage que j'aime beaucoup qui s'appelle sans activité à effectuer un jour de pluie, je crois. Toujours par rapport à Jazz and Steps. Et donc on a plein d'idées du style, par exemple, jouer le morceau uniquement avec des arpèges descendants, ou par exemple, chanter une phrase, imaginer la phrase, jouer sur l'instrument et essayer de la rejouer sur son instrument. Ça peut être aussi, par exemple, relever une phrase et par exemple se demander quel est le processus de réflexion derrière la phrase. Ça peut être aussi composer un chorus à partir de l'idée en question qu'on a relevé. Ou des choses du type, pour chaque accord, prendre 2 notes de la gamme et 2 notes chromatiques. Donc, voilà, comme on a 4 notes en quelque sorte par accord, on essaie de puiser dans ces 2 notes de la gamme et 2 notes chromatiques pour pouvoir justement
faire entendre la clé. Donc il y a plein d'exercices comme ça, et le livre est vraiment rempli de cette façon d'aborder la pratique en quelque sorte. Et c'est là où je me suis dit, en fait, ce qui est important, c'est de pouvoir se créer ses propres exercices, ou plutôt de développer la compétence de se créer les bons exercices pour cibler ses propres difficultés ou pour développer son jeu tout simplement. Et je me suis souvenu d'un de mes premiers profs que j'ai eu en jazz quand je suis arrivé à Paris, qui d'ailleurs ne donne plus de cours d'ailleurs, hein, qui est devenu compositeur de musique de films, même de téléfilms. Mais ce prof, ce musicien, est un élève de Charlie Banacos. Donc si vous ne connaissez pas Charlie Banacos, c'est un enseignant légendaire en fait, puisque il y avait à l'époque de son vivant, il y avait 3 ans d'attente pour pouvoir prendre des cours avec lui. Et ça a été pendant des années le prof de Mike Stern, hein, pendant je sais pas combien d'années, mais peut-être 20 ans ou quelque chose comme ça, hein, 10 ou 20 ans. Ça a été aussi le prof de Michael Brecker, de Kenny Werner, bref, de pas mal de musiciens quand même très, très influents. Et visiblement, Charlie Banacos, il disait ça dans ses cours, c'est ne partagez pas vos exercices avec les autres. Et en fait, il créait des exercices qui étaient... il donnait des exercices qui étaient vraiment spécifiques à chacun. Et il leur disait, ne dites pas, ne révélez pas ce que vous êtes en train de travailler. Alors, je sais pas si c'est exactement comme ça, c'était comme ça qu'il le disait. En tous les cas, c'est la façon dont je me souviens, c'est la façon dont mon prof m'avait expliqué. Et je connais pas non plus la raison exacte, mais en y réfléchissant, je pense que c'est surtout que les exercices des uns ne vont pas forcément correspondre aux besoins des autres en quelque sorte. Et c'est important aussi de calibrer ou de pratiquer des exercices qui sont faits pour ses propres besoins en quelque sorte. Donc maintenant, je vais vous partager quelques idées, quelques principes que j'utilise justement pour rendre mes exercices plus créatifs. Le premier, c'est ce que j'appelle la liste. Donc dans cette première approche, vous allez en quelque sorte identifier et isoler une difficulté. Donc prenons un exemple, mettons sur Autumn Leaves, vous avez du mal à jouer les changements d'accords, vous avez du mal à faire entendre le changement d'accord. Une des choses que vous pourriez faire, c'est de faire une liste. Ça, c'est une idée de David Berkman, un petit peu remixée avec mes propres idées. Vous allez faire une liste de 10 façons, ou 100 façons si vous voulez, mais commencez par 10 façons, où vous pourriez cibler et isoler cette difficulté. Donc, par exemple, quel moyen j'ai pour faire entendre le changement d'accord, par exemple utiliser la tierce. Et là je vais décliner une dizaine d'idées pour cibler la tierce. Ça peut être improviser juste avec la tierce, écrire un solo qui met en avant la tierce, terminer toutes ces phrases par la tierce, jouer une phrase que vous connaissez par exemple et vous la modifiez pour qu'elle commence, pour qu'elle se termine par la tierce. Vous pouvez aussi vous poser des questions du type comment est-ce que je peux être le plus mélodique possible, le plus musical possible. Peut-être comment est-ce que je peux faire pour avoir le solo le plus chantant possible en ciblant ou en utilisant la tierce. Ça peut être aussi comment est-ce que je peux être le plus rythmique possible en ciblant la tierce. Donc bref, vous pouvez comme ça générer une liste d'idées qui vont pas forcément être toutes bonnes d'ailleurs, hein, mais peut-être dans ces idées-là, en se creusant un petit peu
les méninges en quelque sorte, et bien on peut trouver parfois vraiment des petites pépites et surtout des choses qui sont pas forcément, enfin vous pouvez pas forcément savoir à l'avance que cet exercice-là va vous plaire ou va vraiment vous aider dans votre parcours. Voilà, si vous avez jamais pensé en quelque sorte, si vous l'avez jamais aussi testé. Et ce qui est intéressant là, petite parenthèse, c'est que ça va vous faire dans cet exercice que vous allez choisir, ça va vous faire travailler plein de choses en fait. Ça va vous faire travailler par exemple le repérage de la tierce sur le manche de la guitare. Ça va vous faire un travail d'écoute de la tierce. Ça peut aussi vous faire un travail rythmique. Donc ça peut être plein de choses un petit peu parallèles ou complémentaires parce que vous avez ciblé quelque chose de bien précis et en même temps vous avez essayé de créer des exercices ou réfléchir à des exercices qui sont un petit peu en dehors des sentiers battus en quelque sorte. Deuxième façon de penser, c'est la question que je me pose souvent, c'est « et si je faisais l'inverse ?» Maintenant que vous avez la tierce, mettons, on est toujours sur cet exemple d'essayer de jouer les changements d'accords. Maintenant que vous avez la tierce, vous pouvez vous demander, voilà, qu'est-ce qui se passerait si j'essayais de ne pas jouer la tierce tout en essayant de faire entendre le changement d'accord. Et donc, réfléchir maintenant à de nouvelles idées pour faire entendre ce changement d'accord sans jouer la tierce. Donc, on pourrait, par exemple, passer sur la septième, ou se dire, est-ce que je pourrais essayer de faire entendre cette grille sans jouer tierce ou septième ? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ? Est-ce qu'il faudrait que je m'appuie sur la mélodie ? Est-ce que je pourrais utiliser d'autres notes moins évidentes harmoniquement ? Par exemple, la quinte. Pourquoi pas essayer d'utiliser des neuvièmes ? Bref, il y a plein de choses auxquelles on pourrait penser si on se dit, voilà, et si on faisait l'inverse, qu'est-ce qui se passerait en quelque sorte ? Et là, on arrive à un point qui me paraît assez intéressant, c'est de penser un petit peu par opposition, c'est-à-dire du type haut, bas, descendre, monter, dissonance, consonance. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'entends par là. Mettons que vous essayez de jouer au tone leaves, donc do mineur, fa 7, si bémol, mi bémol, majeur 7, la mineur 7 bémol 5, ré 7 altéré, sol mineur 6. Donc peut-être que vous visualisez un petit peu les accords là, et vous constatez que tous ces accords-là descendent sur le manche. Et ce que vous pourriez dire, c'est « et si je faisais l'inverse ?» C'est-à-dire que « et si j'essayais d'improviser en allant dans le sens inverse des accords ?» Donc en quelque sorte, si les accords descendent, vous montez en quelque sorte. Et là, vous avez plein d'idées qui peuvent se débloquer justement si vous essayez de penser l'inverse de ce que vous pourriez jouer un petit peu de façon naturelle. Pour vous donner un autre exemple, par exemple au niveau de dissonance-consonance. Donc là on a dit que voilà, si je joue la tierce, donc par exemple, je vais vous donner un exemple sur un accord majeur 7. Donc par exemple do majeur 7. Donc on n'est plus dans tone leaves, mais c'est juste pour que ce soit plus simple à comprendre. Donc par exemple on est sur un do majeur 7. La tierce, donc c'est mi. Comment est-ce que je peux introduire de la dissonance à partir de mi ? Alors que mi, c'est censé être une note consonante, puisque c'est la tierce. Eh bien, on pourrait se dire, à partir de mi, qu'est-ce qui se passerait si je jouais par exemple une triade de mi majeur ? Et donc sur do majeur 7, j'obtiens mi, sol dièse, si, et donc j'ai une quinte augmentée sur l'accord, et en fait, même à partir d'une note
qui est censée être consonante, eh bien je peux partir de ça pour créer de la dissonance. Et d'ailleurs, essayez la triade de Mi majeur, basse Do, vous allez voir, ça sonne super bien comme accord. Et on pourrait décliner, on pourrait se dire, à partir de Mi, et si jouer une gamme pentatonique, mineur, majeur, pourquoi pas essayer de jouer Mi majeur sur Do majeur. Donc on a plein d'idées comme ça qui peuvent se dévoiler à vous-même si vous commencez à penser un petit peu sur, voilà, et si je faisais l'inverse de ce à quoi je suis habitué à jouer en quelque sorte. Et des idées comme ça, vous pouvez en générer des tonnes. Par exemple, si vous voulez jouer les changements d'accords, au lieu de jouer le changement d'accord sur tous les accords, qu'est-ce qui se passerait si vous essayez de jouer seulement un accord sur 2 ou un accord sur 3? Et donc, quand on pense comme ça par contraste et puis aussi par opposition, eh bien on peut trouver des choses qui sont vraiment intéressantes et qui sortent vraiment des sentiers battus. Troisième idée, c'est de trouver vos inspirations ailleurs. Et là, je vais vous parler un petit peu de Gilad Excelman. Si vous l'avez déjà écouté, ça s'entend assez clairement qu'il est inspiré par les pianistes. Donc il y a une époque, c'était il y a pas mal d'années, maintenant il joue un petit peu différemment, mais je me rappelle d'une époque où il essayait de reproduire un petit peu l'effet de Brad Mehldau, c'est-à-dire qu'il jouait en fait en tapping à la guitare une basse, un petit peu en contrepoint, et avec l'autre main il jouait un ostinato. Et vous avez une vidéo où il utilise cette technique-là. C'est sur YouTube, Prelude to a Kiss, donc le standard. Et vous avez un live comme ça de 2006, quelque chose comme ça, 2006, 2007 peut-être, où il joue comme ça en trio. Et à un moment donné du solo, vers le milieu du solo, il a tout un passage comme ça, un peu en tapping. Et il y a clairement une influence de Brad Mehldau là-dedans. Et plus récemment, j'avais écouté des vidéos où il accompagne, et au niveau des voicings, c'est clair que voilà, il s'inspire des pianistes. Donc on a par exemple l'utilisation du drop 2 et 3, donc qui n'est pas la même chose que le drop 2 et le drop 3, c'est le drop 2 et 3. Donc ça veut dire que vous, dans le voicing, vous droppez la voix 2 et la voix 3. Ça vous descendez d'une octave la voix 2 et la voix 3. Donc c'est le voicing, le drop 2 et 3. Et il utilise ce type de voicing, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez peu courant chez les guitaristes, et je pense que l'influence c'est en partie le piano. Donc le concept là, c'est quoi ? C'est tout simplement d'essayer d'adapter des éléments d'autres instruments à la guitare. Et là forcément, comme à la guitare on est limité sur certains points par rapport au piano, eh bien forcément on doit trouver des solutions créatives. Donc on est un peu poussé grâce à nos limitations, à trouver des solutions créatives pour trouver des nouvelles sonorités. On a d'autres exemples comme ça. On a par exemple Miles Okazaki, qui est un guitariste aussi, qui applique des exercices de batterie à la guitare. Ou un autre exemple, vous avez Michael Brecker, donc le saxophoniste, qui lui s'inspirait des guitaristes, visiblement, pour trouver des phrases qui étaient pas forcément, qui n'étaient pas habituelles au saxophone. Et en plus de la musique, on peut aller même plus loin pour trouver ces inspirations. On peut avoir des inspirations
d'autres disciplines. Donc par exemple, on a Yehudi Menuhin, le violoniste, qui lui pratiquait le yoga, la méditation, et ça l'a aidé pour sa concentration, donc pour les concerts, mais aussi pour des questions de flexibilité. On pourrait, pourquoi pas, ça c'est une petite réflexion que j'ai eue récemment, on pourrait aussi s'inspirer des échecs. Alors, je suis pas un spécialiste des échecs, très très loin de là, mais je trouve qu'il y a un parallèle entre les échecs et l'improvisation, dans le sens où, notamment le bebop, parce que vous avez dans le bebop des combinaisons, en fait, des combinaisons de notes que vous pouvez jouer sur un accord, avec différents chemins possibles. Et un joueur d'échecs, c'est quelqu'un qui travaille en fait différentes combinaisons, différents chemins possibles de mouvements, de pions sur comment on appelle ça d'ailleurs, un plateau, enfin sur le plateau d'un jeu d'échecs tout simplement. Et on pourrait, pourquoi pas, s'inspirer de ce que font les joueurs d'échecs pour travailler des phrases. Donc c'est une idée comme ça, mais je trouve qu'il y a un vrai parallèle entre ces disciplines-là, et du coup, pourquoi pas aller puiser son inspiration ou tester des exercices qui sont inspirés de la pratique des échecs, tout simplement. Donc on arrive à la conclusion de ce podcast. Donc on a vu trois façons de stimuler sa créativité ou de sortir des sentiers battus, à savoir la liste. Donc on peut générer des idées pour pouvoir isoler une difficulté. Ensuite, on a vu le fait ou la question et si je faisais l'inverse. Et enfin, troisième point, c'était de trouver des inspirations qui sont extérieures à notre propre instrument, pour pouvoir justement trouver des nouveaux chemins, des nouvelles solutions en quelque sorte. Et ce que je vous pose comme question maintenant, c'est quels sont vos propres moyens pour être plus créatif dans vos exercices. Si vous en avez, je suis sûr que vous en avez, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, hein, si vous êtes sur une plateforme où vous pouvez laisser un commentaire, ou tout simplement, vous pouvez m'envoyer un message, ou vous pouvez aussi garder votre réflexion pour vous-même et juste alimenter votre propre réflexion et puis votre propre pratique. En tous les cas, ce podcast-là, ça m'a aidé à me rappeler que même dans les exercices les plus banals, hein, comme travailler ses gammes ou autre, on peut vraiment être créatif, on peut s'amuser, on peut faire de la musique. Et donc, il faut pas s'en priver. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve dans un prochain épisode, une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, bossez bien. Bye bye.